Mais revenons aux catholiques mâconnais et à leur mécontentement. Aurait-il pu orchestrer toute l'affaire pour encourager l'importun à partir ? Certains éléments permettent de le penser. Les faits débutèrent le soir même de l'imprécation lancée par l'échevin disciple de César. Ce démon semblait bien au fait des potins mâconnais. Il connaissait en effet les rumeurs concernant la mort de l'ancien occupant, soi-disant assassiné par sa femme. Le surnom péjoratif de Bressande qu'il emploie à propos de la Chambrière, qui fait référence à la longue inimitié entre les populations dépendantes du royaume de France, côté Mâcon, et celles dépendantes du Saint-Empire romain germanique sur l'autre rive, n'avait de sens que dans la bouche d'un Mâconnais. Mais alors, me direz-vous, comment ces catholiques auraient-ils pu connaître des détails sur la vie du pasteur ? Comment auraient-ils pu savoir que son frère Amos parlait avec ce monsieur Dupin dont il a été question ? La réponse se situe peut-être dans un rapide examen des dates. Après les premiers incidents, rien ne se déroula entre le 19 septembre et le 20 novembre, ce qui laissait amplement le temps à d'éventuels mystificateurs d'enquêter sur l'intrus. Et si l'homme vu par Amos et M. Dupin n'était rien d'autre qu'un espion dépêché en pays de Gex afin de recueillir des informations, précisément dans le but de nourrir leur supercherie d'éléments véridiques. Par ailleurs, il existe un contexte national qui plaide en faveur de l'hypothèse d'un complot catholique. En effet, lors des séances d'exorcisme public, dont les scandales secouent la France, se produisent des dénonciations systématiques de huguenots par les personnes possédées. On assiste ainsi à une instrumentalisation de la possession démoniaque, qui ne fait guère de doute. D'ailleurs, le procès de Loudun, qui s'ouvre en 1632, éclate dans une ville qui est déchirée entre les catholiques et les protestants. Il faut noter que ces dénonciations durant les exorcismes seront interdites par la faculté de théologie de Paris dès 1615. Selon l'argument suivant, si ces femmes sont possédées, c'est le diable qui s'exprime à travers elles. Donc, comment ajouter foi à leur témoignage ? Il existe une cinquième hypothèse, que François Perrault n'envisage pas, et pour cause. Réexaminons les faits. Le démon s'est manifesté dans la maison, devant le sieur Gonin, médecin, qui vit un lit défait. Le lit était fait l'instant d'avant, il est défait subitement alors qu'il n'y a personne d'autre que lui dans la pièce. Et en dehors de la maison, dans la boutique d'Abraham l'huilier, orfèvre, où il déplaça de petits objets, dans les rues de Mâcon, devant ce dernier, Claude Repet, qui assistèrent à une apparition nocturne. Or, il s'avère que toutes ces personnes ont un point commun. Ce sont des protestants. Mieux encore, Abraham l'huilier faisait partie des notables qui, dès 1611, ont harcelé les échevins pour qu'ils donnent leur aval à la venue du pasteur. On peut objecter que le fait que le démon révèle des secrets concernant les témoins, secrets qu'il n'avait jamais confiés à personne, prouve leur innocence. Mais la question se pose, jamais comprend-il la confession ? Dès lors, François Perrault lui-même aurait pu très facilement les communiquer à un complice et duper ses propres amis. Une autre pièce vient éclairer cette hypothèse. L'archiviste et historien Léon Slex a publié en 1905 un petit ouvrage concernant des documents inédits sur l'affaire de l'antidémon. Parmi ceux-ci figurait un acte de mariage en date du 31 janvier 1617 concernant Philibert Guillermin et Françoise Motion. Celle-ci y apparaît en tant que chambrière chez François Perrault. Il s'agit très probablement de la Bressande mentionnée 5 ans plus tôt, d'autant que son mari a été lui aussi l'une des victimes du démon. Parmi leurs témoins figurent Siméon Messonnier et Abraham l'huilier, encore lui. Eux aussi témoins et victimes des événements. Enfin, c'est François Perrault lui-même qui les marie dans sa propre maison, sur le lieu même de ces manifestations démoniaques. Là, il y a deux lectures possibles, en fonction de la confiance que l'on place dans le genre humain. La lecture positive, nous avons là un groupe de braves protestants, soudés dans et par l'adversité, qui ont noué, dans ces épreuves, d'indéfectibles liens d'amitié. La lecture négative, il s'agit ni plus ni moins d'une escroquerie en bande organisée, dont le mobile pourrait être de discréditer l'Église catholique, incapable à cette époque de juguler les vagues de possession démoniaque, alors que le pasteur y parvient. C'est peut-être le véritable sens qu'il faut donner au terme d'antidémon. Pour en finir, on peut d'ailleurs imaginer une hypothèse médiane, un piège initial des catholiques,
que les protestants, unis derrière leur pasteur, auraient décidé de retourner à leur avantage en se l'appropriant? Je laisse à chacun la liberté de se faire sa propre idée sur la question.